Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre M. Mohamed Ahmed Awalé effectue une visite de travail cruciale dans la région de Tadjoura. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où des négociations inédites pour mettre fin au combat. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez et merci de nous accueillir chez vous. À la une dans l'actualité, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu colonel Omar Goudadé, figure emblématique du paysage militaire djiboutien et personnalité très connue et appréciée de ses compatriotes décédés samedi. Nos compatriotes se souviendront longtemps de lui comme d'un modèle d'officier supérieur qui aura marqué de son empreinte les arcanes des défenses et de sécurité de notre pays, a indiqué le chef de l'État. Au gradé émérité, il s'acquittait toujours de ses missions d'intérêt majeur pour notre nation avec dévouement, rigueur et professionnalisme, a ensuite noté le chef de l'État. Il forçait l'estime aussi pour sa proportion et demeure toujours accessible, modeste et généreux, a dans son élan souligné également le chef de l'État. Puisse Dieu Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel et par ailleurs implorer le chef de l'État exprimant ses condoléances attristées à la famille, aux amis et proches du défunt ancien officier militaire. Feu colonel Omar Goudadé était à la retraite depuis quelques années. Il laisse derrière lui une importante famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et je vous le disais dans le titre, direction le nord du pays où le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awalé, a effectué une visite de travail cruciale dans la région de Tadjoura pour superviser un ensemble d'interventions urgentes visant à relancer les infrastructures hydrauliques des villages de Garanlé, Ikti et Farandaba. Une visite d'autant plus importante en cette période de riposte à la sécheresse. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche concertée avec les notables des dites localités traduit la volonté du gouvernement de répondre aux préoccupations criantes des populations en matière d'approvisionnement en eau. Le point d'attention principal de la délégation a porté sur le forage principal de 15 mètres cubes dans la pompe immergée et le câble électrique présentant des défaillances techniques majeures. Une pompe manuelle immergée et un nouveau câble d'alimentation ont été mis en place, permettant ainsi de restaurer une desserte en eau qui n'avait plus connu de véritable réhabilitation depuis plusieurs mois. Les techniciens dépêchés sur place ont souligné la complexité des opérations, mais aussi insisté sur l'importance de ces actions pour la sécurité hydrique des communautés locales. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation et l'adduction gravitaire se poursuivent activement. La pose des vannes d'arrêt a été entamée sur le tronçon menant au village d'Ekti, une initiative qui vise à améliorer la gestion du débit et à faciliter les interventions d'entretien. Ce dispositif permettra à terme une distribution plus équitable de l'eau entre les différents points desservis. Eh bien, comme je vous le disais, cette capacité accrue permettra de garantir une distribution plus stable et régulière de l'eau potable au bénéfice direct des ménages. Écoutons le ministre. Nous sommes actuellement dans la localité de Garanlé, au lieu du réservoir, un réservoir de 300 mètres cubes. Il y a d'autres réservoirs également à l'amont. Ce réservoir va alimenter avec les 4 localités, Garanlé, Farandaba, Itki et Assedaba, et Daï en la fin. C'est un forage qui va faire 300 mètres cubes, réservoir après 100 mètres cubes, réservoir après 100 mètres cubes, et un groupe qu'on va installer sans kavaya qui va alimenter tout le Daï. Je crois qu'un effort a été fait pour lutter contre la soif et améliorer les conditions de vie de cette population. C'est une région montagneuse, c'est une région qui a déjà été réhabilitée plusieurs fois grâce à son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh. Nous sommes en train de refaire ce que le Président a fait, nous sommes en train de faire quelques retouches. Je vous remercie.
Puis le ministre de la Culture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage, des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awalé, accompagné d'une délégation comprenant le secrétaire général de son ministère, M. Ibrahim Ilmi, le directeur de l'hydraulique rurale, M. Hassan Mohamed, des cadres de l'ONUAD, ainsi que des représentants de l'UNICEF, un partenaire dans la lutte contre les effets du manque d'eau et les problèmes sanitaires, se sont rendus à Sagalou. Dès leur arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, le préfet de la région, les parlementaires de la région. Sur place, ils ont échangé avec les sages et la communauté qui ont pu partager leurs attentes. Jusqu'à présent, la population de Sagalou dépendait des puits traditionnels pour son approvisionnement en eau potable. Malheureusement, la qualité de cette eau était souvent médiocre et les puits mal entretenus. Cette situation entraînait de nombreuses maladies d'origine hydrique. De plus, Sagalou est situé sur un couloir d'immigration où les migrants éthiopiens utilisaient également ces puits. Des épidémies ont parfois éclaté. Pour pallier à ces problèmes sanitaires et humanitaires majeurs, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Culture, a décidé de mettre en œuvre un projet vital, une adduction d'eau de 4 km depuis le forage du village afin de revitaliser la population en eau potable de qualité. Le coût total des travaux d'adduction d'eau s'élevait à 9 millions. Rappelons qu'un moment fort de cette visite a été le lancement officiel des travaux de cette adduction d'eau potable pour la localité de Sagalou. Écoutons le ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awalé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de procéder au lancement de l'adduction d'eau potable du forage qui se trouve sur l'autre côté de la route jusqu'à Sagalou. Sagalou est une ville importante. Elle a l'école, le centre communautaire de santé. Il y a une ville qui s'agrandit de plus en plus. Nous allons faire non seulement l'adduction d'eau potable, mais également nous allons procéder au branchement de toutes les maisons de Sagalou. Grâce aux vœux du président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, il nous a dit ne faites pas de forage, faites aussi branchement au niveau des villages et des villes. Il nous a dit aussi ne faites pas forage, mais adduction d'eau potable au niveau des écoles, pour que tout soit à proximité. C'est sur la base de cette feuille de route que nous sommes en train de procéder au lancement du forage de l'adduction d'eau potable de Sagalou. Je vous remercie. Eh bien, comme je vous le disais, ces interventions comprendront le remplacement de 2000 mètres conduites et mètres de conduite principale endommagés par les crues, le renouvellement, rappelons-le, de 2500 mètres du réseau de distribution pour réduire les pertes et améliorer la pression, la construction et la réhabilitation de ces bornes fontaines pour faciliter l'accès public à l'eau et le raccordement du poste de santé local au réseau. Voici les propos du directeur de l'hydraulique rurale. Une forte délégation comprenant à sa tête le ministre de l'Agriculture, son Excellence M. Mohamed Ahmed Awalé, s'est déplacé dans la région de Tadjoura pour faire le point sur l'état d'avancement des activités menées par le ministère de l'Agriculture dans le domaine de l'eau, donc par l'activité de la direction de l'hydraulique rurale. Donc, dans un premier temps, nous avons visité la réhabilitation, la localité de Guéréné, dans la région de Tadjoura, où la DHR, en collaboration avec l'ONEAD, a réparé le forage de Guéréné et le système d'adduction. Et dès aujourd'hui, il est prévu de ramener un groupe électrogène pour alimenter le réseau de distribution. Puis, la délégation conduite par le ministre s'est déplacée dans la localité de Sagalou, toujours dans la région de Tadjoura, où la délégation conduite par le ministre s'est déplacée sur le forage qui alimentera le village de Sagalou, qui se situe à 4 km. Et cette activité consiste à la réhabilitation totale de 4 km du réseau d'adduction et de distribution entre le forage jusqu'à la localité
de Sagalou. Donc, concrètement, nous avons un réservoir d'à peu près 100 mètres cubes, puis une adduction qui sera réhabilitée entre le réservoir jusqu'au village. Donc, entre le réservoir jusqu'à la route RN9, nous allons poser de nouvelles conduites pour la distribution. Nous allons changer aussi des conduites en PVC donc, pour la distribution, donc, qui va ramener jusqu'aux bornes fontaines. Et pour les bornes fontaines aussi, il y aura la réhabilitation de 6 bornes à fontaine et la construction de nouvelles bornes à fontaine. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden a organisé ce matin un atelier de consultation des parties prenantes dans le cadre de l'élaboration du plan d'action national pour la conservation des espèces marines de Djibouti. Cet atelier stratégique qui s'est tenu sur 3 jours au Palais du Peuple marque une étape essentielle dans le processus participatif d'élaboration de ce plan. Il a été officiellement ouvert par M. Dini Abdallah, secrétaire général du ministère de l'Environnement, en présence de M. Aden Hassan Almi, conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, d'un large éventail d'acteurs nationaux incluant des représentants d'institutions publiques, d'organismes scientifiques, de la société civile, d'experts du domaine de la conservation et de la biodiversité marine. L'objectif principal était de recueillir les contributions et les recommandations des parties prenantes nationales afin d'enrichir les processus d'élaboration d'un plan d'action ambitieux et le processus réaliste conforme aux engagements régionaux et internationaux en matière de protection de la biodiversité. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Dini Abdallah, a souligné l'importance cruciale de préserver les écosystèmes marins, véritables réservoirs de biodiversité. Écoutons-le. Djibouti bénéficie d'une biodiversité marine remarquable avec des écosystèmes riches et variés, abritant des requins, des tortues marines, des mammifères marins et des oiseaux marins. Ces espèces sont non seulement des indicateurs précieux de la santé de notre écosystème marin, mais elles jouent également un rôle essentiel dans les moyens de subsistance des communautés côtières, la pêche durable et l'écotourisme. Cependant, cette biodiversité est aujourd'hui confrontée à de nombreuses menaces, notamment la surexploitation, la pollution marine, la dégradation des habitats, les brisées accidentelles et le changement climatique. Face à ces défis, notre réponse collective doit être ambitieuse, coordonnée et fondée sur la science. C'est dans cette optique que s'inscrit cet atelier qui vise à présenter et examiner les plans d'action nationaux pour chaque groupe d'espèces marines clés, à faciliter leur validation technique avec l'ensemble des parties prenantes nationales et régionales, à identifier les priorités d'action, les mécanismes de coordination, ainsi que les besoins en renforcement des capacités et en financement, et surtout renforcer la collaboration interinstitutionnelle et régionale dans la mise en œuvre des actions. Mesdames et messieurs, nous comptons sur la mobilisation de toutes les parties prenantes ici présentes, représentants ministériels, chercheurs, ONG, communautés locales, partenaires techniques et financiers, pour enrichir ces plans d'action par vos contributions et en faire des instruments efficaces de conservation et de développement durable. Avant de conclure, je tiens à remercier vivement le PERSIGA pour son appui technique constant et pour sa collaboration exemplaire dans le cadre de cet atelier. Je remercie également les organisateurs, les modérateurs et tous les participants pour leur engagement. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions que je propose d'écouter. Nous avons organisé un atelier de consultation avec les parties prenantes dans le cadre de la mise en place des plans d'action et de préservation pour les espèces marines à Djibouti. Djibouti, comme vous le savez, dispose d'une importante richesse en matière de biodiversité marine et côtière. Et cette biodiversité aujourd'hui est de plus en plus menacée par le changement climatique et par plus précisément les pollutions qui sont le plus récurrents au niveau de la position stratégique que Djibouti dispose. C'est dans ce cadre que la mise en place des plans d'action et de préservation de la biodiversité marine et côtière, que ce
cet atelier de consultation va s'inscrire. Et cette initiative va permettre de renforcer au niveau institutionnel et surtout les partenaires sectoriels qui interviennent sur la préservation de la biodiversité marine. En l'occurrence, non seulement pas le ministère de l'Environnement, mais aussi la direction de la pêche et la direction des affaires maritimes. On retourne vers le nord du pays où, à l'instar des autres régions du pays, les autorités d'Obok ont présidé l'ouverture d'une session de formation dédiée au renforcement de la cohésion sociale. Ces programmes de renforcement étaient organisés par l'Union nationale des femmes djiboutiennes en partenariat avec le programme des Nations unies pour le développement. Dans son discours, le préfet de la région, M. Moussa Adel Migani, a encouragé les participants à prendre pleinement conscience des enjeux liés à la cohésion sociale et à s'approprier des compétences qui leur en seront transmises. Prévue sur 3 jours, cette formation vise à renforcer les capacités des participants en matière de dialogue, de solidarité, de vivre ensemble dans un contexte local en pleine évolution. Elle constitue une étape clé dans le processus de consolidation de la paix sociale en plaçant la société civile au cœur des dynamiques de changement. À travers ce programme, l'UNFD réaffirme son engagement constant aux côtés de ses partenaires nationaux et internationaux en faveur de la promotion des valeurs d'unité, de solidarité et de développement durable. D'aujourd'hui, elle est organisée par l'UNFD. Aujourd'hui, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le PNUD, a réuni plusieurs profils de la société civile, en collaboration là aussi avec les conseils régionaux, qui en l'occurrence nous a nommé une mademoiselle élue locale très active, Madame Aïcha, que je remercie également. Donc la formation d'aujourd'hui, elle va durer 3 jours. Et ces 3 journées vont être animées, vont être chargées, vont être interactives. Je vous dis merci beaucoup et merci aux responsables qui sont là. Et merci à la présidente de l'antenne de l'INFD pour la région d'Obok d'être là avec nous. Eh bien, le préfet de la région, M. Moussa Adel Migani, a souligné l'importance de ce programme. Écoutons-le. L'occasion du lancement officiel de cette importante formation des formateurs dédiés au renforcement des capacités des femmes et des hommes leaders dans notre région d'Obok et plus largement dans les 5 régions de l'intérieur. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement le PNUD ainsi que l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour leur engagement constant en faveur de la promotion de la paix, du vivre ensemble, du rôle central des femmes dans nos dynamiques sociales et communautaires. Cette formation s'inscrit dans un cadre stratégique plus vaste, celui de l'élaboration de notre stratégie nationale sur la cohésion sociale, actuellement pilotée par le ministère de l'Intérieur. À travers ces stratégies, notre pays souhaite consolider les fondations d'une paix durable fondée sur l'inclusion, la solidarité, la résilience collective et la reconnaissance du rôle crucial des femmes dans nos communautés. Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes de nos régions, qu'elles soient mères, chefs de ménage, élus locaux, éducatrices ou responsables associatives, sont au cœur des efforts de médiation, de prévention des tensions et de résolution des conflits. Elles sont souvent les premières à détecter les premiers signes d'un malaise social et les premières à s'engager pour rétablir le dialogue. C'est pourquoi cette formation ne vise pas simplement à transmettre des connaissances techniques. Elle ambitionne de renforcer un véritable leadership féminin communautaire. Elle ambitionne de renforcer un véritable leadership féminin communautaire capable de transformer les pratiques de gouvernance locale, d'ouvrir des espaces de dialogue inclusifs et de construire des ponts là où d'autres érigeraient des murs. Mesdames et messieurs, vous êtes appelés à devenir non seulement des formatrices et des formateurs, mais aussi des catalyseurs du changement, des porte-voix de la paix et des piliers de notre cohésion sociale. Je vous encourage à saisir cette opportunité avec détermination, solidarité et ambition. Nous devons collectivement veiller à ce que votre voix ne soit pas seulement entendue, mais pleinement intégrée dans les processus décisionnels à tous les niveaux. En ma qualité de préfet d'Obok, je tiens à vous assurer de mon soutien total et de ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives qui renforceront le tissu social de notre région. Je vous souhaite une formation enrichissante, porteuse de nouvelles perspectives et d'actions concrètes au sein
au service de la paix et de la stabilité. Dans l'actualité internationale, ce samedi à Doha, une déclaration de principe a été signée entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, le M23. Ce texte s'inscrit dans la continuité de l'accord de paix final signé en juin dernier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous médiation américaine. Les parties se sont notamment engagées à respecter un cessez-le-feu permanent et à conclure un accord de paix global au plus tard le 18 août 2025 prochain. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où je vous le disais dans le titre, au 653e jour de la guerre d'extermination contre Gaza, des sources hospitalières du secteur ont rapporté la mort aux martyrs de 25 Palestiniens sous le feu de l'armée d'occupation depuis l'aube ce dimanche, dont 19 parmi ceux qui attendaient de l'aide humanitaire dans un contexte de multiplication des décès dus à la famine. Le ministère de la Santé a déclaré qu'il y a plus de 900 martyrs et plus de 6000 blessés parmi ceux qui cherchaient de quoi survivre en plus de la mort en martyrs de 71 enfants à cause de la faim et la malnutrition. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.